Et si on sous-estimait l'impact de la transition énergétique sur nos économies, sur nos modes de vie? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, donc, c'est vraiment, il faut prévoir une espèce de bouleversement, encore une fois, de beaucoup d'équilibre économique avec cette transition énergétique, qu'on sous-estime, dont on ne parle pas assez. Alors on en parle énormément, mais on ne tire pas suffisamment le raisonnement. Qu'est-ce qui a été discuté assez largement dans le public? Il était discuté qu'il fallait faire beaucoup plus d'investissements. C'est des investissements dans la production d'énergie renouvelable, dans le stockage de l'électricité qui sera produite avec des énergies renouvelables, c'est la filière hydrogène par exemple. C'est des investissements dans la décarbonation de l'industrie. Vous savez que c'est essentiellement 3 industries, ciment, acier et aluminium. C'est des investissements dans l'isolation thermique des bâtiments, des vieux logements. Donc on sait à peu près combien il faut investir pour faire tout ça. Mais tout ça, c'est formidable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, ça veut dire qu'on a. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a les technologies de décarbonation. On sait. Voilà, il y a encore des gens qui pensent que non, mais il y a un assez grand consensus pour dire qu'on a les technologies. Par exemple, la filière hydrogène. Donc on électrolyse de l'eau avec des renouvelables, on stocke l'hydrogène et puis quand on en a besoin, parce que le réseau demande de l'électricité, on déstocke et on fabrique de l'électricité avec une pile à combustible. Donc ces technologies, elles existent, elles marchent. Enfin, voilà. On sait isoler les logements et on saura faire fonctionner une aciérie à l'hydrogène. Donc les technologies existent. Mais il faut investir. Alors en général, on dit ça. Puis ensuite, en général, on dit aussi, attention, cette énergie nouvelle, elle va être plus chère que l'énergie d'aujourd'hui. Pour 2 raisons. On va d'abord, dans un pays comme la France, perdre le nucléaire amorti progressivement. Comme il est amorti, il est moins cher que du nouveau. Du nouveau, il faut l'amortir. Et puis deuxièmement, il y a les coûts de stockage. Donc quand vous fabriquez de l'électricité avec des renouvelables et que vous devez la stocker, il faut des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, des sites de stockage, du déstockage. Et où est le problème? Ça coûte plus cher. Ça coûte de l'argent. Il faut acheter des électrolyseurs, il faut gérer des sites de stockage, il faut acheter des piles à combustible, il faut créer un réseau. Plus vous aurez d'énergie renouvelable, plus il va falloir interconnecter l'Europe. Parce qu'il y aura un jour du vent en Pologne et le lendemain du vent en Espagne. Il faudra être capable de faire circuler l'électricité. Donc il faut un gigantesque réseau interconnecté européen. Donc tout ça coûte de l'argent. Alors, la plupart des estimations convergent vers l'idée que le prix de l'électricité en euros constants va doubler dans les 20 prochaines années par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, voilà. Avec quelle part de renouvelable dans le mix? Alors, ça dépend. Alors, en Europe, en 2050, ça sera pratiquement que des renouvelables, et la France sera sans doute une exception où il y aura probablement 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. Mais en fait, le marché européen est complètement intégré. Le nucléaire, il va servir toute l'Europe, je dirais, parce qu'on a forcément, avec du renouvelable, un marché européen qui sera complètement interconnecté tout le temps. Que nous, il faudra aller chercher le vent et l'électricité là où il y en aura. En quoi ce sont des bouleversements pour le coup? Alors, on s'arrête d'habitude là. On dit, voilà, on a bien compris, il va falloir investir plus, il va falloir que les prix d'énergie vont être plus chers. Après, il faut faire le bouclage macroéconomique de ça. On va détruire du capital. Ça, c'est la 3e entrée dans le raisonnement. Tout ce qui est lié aux énergies fossiles. On va fermer des centrales au charbon en Allemagne. On va fermer des usines, des aciéries qui utilisent des énergies fossiles pour fabriquer de l'acier. On va fermer les usines de voitures thermiques, etc. Donc on va détruire mais pour en ouvrir capital. Oui, et on investit, ce qu'on dit avant, pour mettre un nouveau capital à la place de ce capital qu'on détruit. Mais ces investissements, on n'aura pas plus de production. Alors, si vous êtes un constructeur automobile et que vous passez du thermique à l'électrique, vous allez produire le même nombre de voitures en faisant d'énormes investissements, mais à la fin, vous produisez le même nombre de voitures. C'est un sidérurgiste qui passe à l'hydrogène, vous fabriquez le même nombre de tonnes d'acier, donc vous n'avez pas plus de revenus, mais vous devez investir énormément. Alors là, les économistes commencent à comprendre que si vous devez investir plus avec le même revenu, il faut consommer moins. Et ça, parce que le revenu, ça se partage à chaque instant entre ce qu'on consomme et ce qu'on épargne qui finance les investissements. Donc si vous voulez épargner plus pour financer des investissements, il faut bien consommer moins. Donc quand on dit... Ça, on ne l'a pas dit. Ça, on ne l'a pas dit. Et c'est là que ça commence à être gênant, c'est qu'on n'a pas dit que la vraie décroissance, c'est pas qu'on aura moins de PIB. On n'aura pas moins de PIB parce qu'on aura beaucoup plus d'investissements. Mais la vraie décroissance, c'est qu'il va falloir épargner plus pour être capable de faire ces investissements. Et qui doit épargner alors? Alors c'est les consommateurs. Donc évidemment, il y a une forme de décroissance qui va apparaître. On va devoir consommer moins collectivement pour qu'il y ait plus d'investissements. Mais parce qu'on aura moins de pouvoir d'achat ou parce qu'on va s'auto... Alors comment ça va se faire? Si l'investissement est fait par des entreprises privées,
elles vont devoir avoir les marges bénéficiaires qui leur permettent de les faire, donc elles vont monter leur prix, par exemple, hein, et donc on aura une perte de pouvoir d'achat. S'il est fait par l'État, il devra lever des impôts pour financer ces investissements, et donc il y aura plus de pression fiscale. Mais à la fin, il y a une équation qui est très simple. Même PIB, davantage d'investissement, donc moins de consommation. Et ça, c'est la vraie décroissance qu'on va avoir. Ce n'est pas la décroissance du PIB. Pas en absolu, mais en relatif. On va tous devoir épargner davantage pour financer ces investissements que nous devons faire. Pas sûr que tout pendant 20 ans. Et bien saisi ça. Oui, mais il faut l'expliquer. Hein. Alors après, il y a l'autre question, évidemment, c'est la hausse des prix de l'énergie, qui crée un énorme problème d'inégalité de revenus, puisque plus on a un revenu faible, plus l'énergie, c'est un poids important du budget. C'est 15% du budget pour les 20% de Français qui ont les revenus les plus faibles, c'est 5% pour ceux qui ont les revenus les plus forts, hein, toute forme d'énergie confondue. Donc il y a une autre politique qu'il va falloir mettre en place, c'est une politique redistributive massive, alors qu'on a dans certaines provinces canadiennes, qu'on a en Suède, hein, où on lève une taxe, alors c'est en général lié au CO2, donc c'est une forme de taxe CO2, dont le produit sert à donner de l'argent aux ménages les plus modestes qui doivent, eux, supporter cette forte hausse des prix de l'énergie. Donc ça, c'est un sujet redistributif. Mais le sujet central de la transition, c'est bien le fait qu'il va falloir collectivement que nous acceptions de consommer moins, parce qu'il va falloir investir plus, faire un effort d'épargne collectif. Et alors, dernier sujet... c'est les emplois. Alors, il y a deux autres sujets qui fâchent. Enfin, un qui fâche et un qui semi-fâche, c'est que la transition énergétique crée des tonnes d'emplois. La plus grosse source d'emploi, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Mais dans le même temps, elle détruit beaucoup d'emplois. La filière automobile française va perdre probablement entre 120 et 150 000 emplois. On parle de 500 000 emplois dans l'ensemble de l'Europe perdus dans la filière automobile. Et c'est qu'un des bouts. En Allemagne, l'emploi dans le charbon aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un demi-land, d'une demi-région allemande en termes d'emploi. Donc il y a des grosses pertes d'emplois, pensez à la Pologne, dans le charbon. Et par ailleurs, on crée des emplois. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes emplois. Ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes salaires et ce n'est pas du tout le même endroit. L'industrie automobile, par exemple, elle est concentrée dans des bassins d'emploi assez précis les emplois dans la rénovation des bâtiments, ils sont partout. Donc il y a une question de qualification, de requalification, de mobilité. Éventuellement de niveau de salaire, parce que la rénovation des bâtiments, ce n'est pas une activité qui paye des salaires très élevés, alors que dans la filière automobile paye des salaires élevés. Et puis de localisation des emplois, ils ne sont pas du tout au même endroit. Et donc il y a un problème de... Ils payent moins cher pour changer de ville. Il y a un problème de mobilité des emplois. Oui, mais on commence à le voir. Tous les jours, on apprend qu'un sous-traitant de l'automobile ferme, je veux dire. Et il ferme parce qu'il n'y a plus de demande pour ses produits. Si vous faites des moteurs diesel, à un certain moment, vous ne vendrez plus rien. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que tout ça ne se passe bien que dans un monde de taux d'intérêt très bas. Parce que la rentabilité financière de ces investissements dans la transition, elle est en général assez faible. J'ai le patron de Neoen, premier producteur d'énergie renouvelable, qui m'a dit notre marge elle est de 80% sur le solaire et l'éolien. La rentabilité du solaire et de l'éolien, elle est acceptable pour un investisseur privé. On est à 6 ou 7% de rendement du capital. Le pire, c'est la rénovation des bâtiments. La rentabilité est extraordinairement faible. C'est de l'ordre de 1%. Et donc, même si c'est l'État qui le finance, c'est d'autant plus facile que les taux d'intérêt sont bas. Il y a quand même une très très grosse pression pour maintenir des taux d'intérêt bas. Et taux d'intérêt bas, ça veut dire par exemple que les prix de l'immobilier vont continuer à monter. Donc, voilà. Mais le point central qu'il faut comprendre, c'est que si on veut éviter la décroissance brute, la décroissance brute, c'est on a juste moins de PIB. Comme on a moins de PIB, on a moins de consommation, on a moins d'émissions de CO2 parce qu'on produit moins. Si on veut rester sur une trajectoire de croissance du PIB qui est à peu près la même qu'aujourd'hui, il faut investir énormément pour décarboner l'économie. Et si on doit investir énormément pour décarboner l'économie, alors que dans le même temps on détruit des capacités de production, donc on n'a pas plus de PIB, faut consacrer une plus grande partie du PIB à investir. Moins de consommation, pardon, des hausses d'impôts potentielles pour financer ces investissements publics. Des formations qualifiantes, devoir être moins bien payés dans les nouveaux jobs qui ne sont pas à l'endroit où on vit. Pardon, ce n'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. Non, alors évidemment, après on peut regarder plus loin dans le temps. Dans 20 ans, on aura un capital neuf, en plus décarboné, par rapport au capital ancien. Donc dans 20 ans, on aura des économies qui seront nettement mieux, je veux dire, qui seront probablement plus productives, plus efficaces, et là on aura plus de revenus, plus d'emplois. Mais il y a une période... C'est comme après une guerre,
Après une guerre, qu'est-ce qui se passe? On a perdu du capital qui a été détruit pendant la guerre, on se met à investir comme des brutes. Mais comme on investit comme des brutes, il ne faut pas beaucoup consommer, hein, donc il y a encore beaucoup de restrictions sur la consommation. Et puis il faut maintenir des taux d'intérêt très bas, parce qu'il faut pouvoir faire tous ces investissements le plus facilement et au coût le plus bas possible. Une transition de 20 ans, c'est long quand même. Hein. Oui, mais à nouveau, les objectifs zéro net émission, c'est en 2050. C'est 30 ans de travail, le zéro net émission. Hein. Et on sait qu'il faut, pendant ces 30 ans, maintenir à peu près un supplément d'investissement de 4 points de PIB par an pendant toute cette période de 30 ans. Donc c'est un gigantesque effort d'investissement qui ne peut se faire que si on sacrifie un montant à peu près équivalent de consommation, quoi. À la fin, on est mieux. À la fin, on est mieux parce qu'on laissera aux générations suivantes un capital neuf, décarboné, très efficace. Enfin voilà. Mais il faut faire un. C'est vraiment l'après-guerre, quoi. Les fin des années 40, années 50, c'est très dur, on consomme peu. Les taux d'intérêt sont très très bas par rapport à l'inflation, ça tue les dettes. Et on investit comme des brutes, et à partir des années 60, c'est les 30 glorieuses, parce qu'on a investi un capital très moderne, quoi. Voilà, donc on voulait vous parler de cette transition énergétique qui va chambouler, en tout cas sur les prochaines décennies, nos économies, nos modes de vie, mais c'est pour le lait qu'on laissera à nos enfants. On laisse une économie extrêmement propre et efficace, probablement, à nos enfants dans 30 ans. Merci beaucoup, Patrick. Salut.